Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, l'éclaireur avec Sergueï Girinov. Sergueï Girinov, bonjour. Bonjour. Sergueï, vous êtes spécialiste des relations internationales. Vous êtes russe d'origine Russe, parce qu'en général on dit russe d'origine quand c'est deuxième génération ou troisième génération. Français, moi, vous êtes toujours russe. Je suis toujours russe. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas la nationalité française. Je suis réfugié russe. Sur le sol français. Vous êtes ancien agent des services de renseignement d'Union soviétique, c'est-à-dire que vous avez espionné. C'est ça. Vous avez espionné la France pour le compte de l'Union soviétique avant de vous réfugier en France au début des années 2000. Et vous faites paraître le récit de votre vie d'espion aux éditions Nimrod. Ça s'appelle L'éclaireur. C'est un livre que vous avez écrit avec Jean-Luc Riva. Et on va parler aujourd'hui de votre vie incroyable d'espions soviétiques, mais aussi on va parler de la situation actuelle en Russie, sur laquelle vous apportez évidemment un éclairage plus qu'avisé. Alors, moi, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est que vous êtes né donc à Moscou en 1961, c'est ça? C'est ça. Oui. Et quand vous étiez jeune garçon en URSS, lorsqu'on lit votre livre, qui commence avec votre jeunesse, etc., dans d'un jeune homme, la vie d'un jeune homme en URSS, vous étiez un jeune homme très brillant, et vous rêviez plutôt d'une carrière diplomatique. En fait, on n'a pas l'impression que vous rêviez d'être un espion du KGB lorsque vous étiez enfant. Disons qu'on jouait. On jouait bien évidemment aux espions parce qu'on se baignait, vous l'avez bien compris, dans les années 60, c'était la guerre froide, donc disons la lutte idéologique entre deux blocs, communistes et capitalistes. Moi, j'étais de l'autre côté du rideau de fer, bien évidemment, avec tout ce que ça comportait de propagande d'État, etc. Et on lisait beaucoup les livres d'espionnage, de guerre, surtout de guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, c'était le truc qui était très édité en Union soviétique, et on regardait beaucoup de films. À l'époque, c'est même pas la télévision, c'est surtout le cinéma, le bon cinéma soviétique en noir et blanc, et donc très héroïque. Et quand vous regardez ça enfant, vous ne pouvez pas ne pas rêver de ça. Donc, bien évidemment, il y a tout un côté romantique et héroïque et patriotique qui est là. Et puis, le pouvoir, bien évidemment, il vous pousse dans cette direction. Il fait tout ce qu'il faut, avec de très bons acteurs et avec très bons metteurs en scène. Donc, ça provoque énormément d'émotions. Et voilà. Mais bon, ça s'arrêtait là. Je voulais pas faire plus que ça par rapport à cette voie très particulière. Diplomatie, même pas diplomatie, en réalité, c'était plus les langues, en fait, ce qui m'intéressait, parce que j'ai eu une excellente professeure, d'ailleurs d'une famille juive, qui a survécu à Staline. Je me demande d'ailleurs comment, parce que professeur d'anglais. Olga est professeur d'anglais, et son papa était un ancien membre du parti. Il avait 50 ans. Il avait le petit insigne 50 ans de présence du Parti communiste. Et pourquoi je suis étonné? Parce que en fait, Staline a exécuté quasiment tous les anciens bolcheviks, et surtout d'origine juive, qui étaient en URSS. Et je ne sais pas comment ils ont pu échapper à ça, parce qu'ils venaient, en fait, et je crois que parce qu'ils n'ont pas vécu à Moscou.
Ils n'ont pas vécu au centre du pouvoir et aussi des services spéciaux. Ils venaient d'Ouzbékistan, de Tachkent. Voilà. Et donc, cette personne-là m'a énormément motivé. En fait, je pourrais même dire qu'elle a joué, dans le premier temps, quand j'étais à l'école, presque une mère intellectuelle pour moi. Parce que dans ma famille, c'était les techniciens. Mes parents étaient ingénieurs. On vivait dans la Silicon Valley soviétique, qui s'appelait Zelenograd, c'est à 40 km du centre de Moscou. Ville fermée, pas d'étrangers, on est entre nous. Mais c'est aussi quelque chose de très particulier, parce que dans cette ville fermée sur elle-même, avec beaucoup d'intellectuels, c'était une ville de liberté aussi. Ouais. En réalité, c'est comme les Chinois, vous savez, quand ils ont lancé avec Deng Xiaoping le nouveau programme. En fait, ils créaient les îlots dans lesquels il y avait toute la liberté. Tout le reste était le camp de concentration. Et dans ce camp de concentration, il y avait des îlots qui étaient aussi des prisons. Parce qu'en fait, ils étaient enfermés, il n'y avait pas d'étrangers qui pouvaient y rentrer, etc. Mais à l'intérieur de cette prison, ils avaient toute la liberté. Donc, on lisait Solzhenitsyn, on lisait toute la littérature anticommuniste et anti-soviétique qui avait libre cours, en fait, dans ce truc-là. Ouais. Parce que le régime, il disait, ils sont intelligents, ils sont intellectuels, on ne peut pas les écraser parce qu'on a besoin d'eux. Ouais. On a besoin d'eux pour produire les missiles, pour produire les bombes, pour produire... Ce qui est particulièrement malin de la part... C'est ça. Bah oui. C'est ça. D'ailleurs, Solzhenitsyn... De créer des îlots comme ça où on circonscrit d'une certaine façon ça. La dissidence possible. C'est ça. On donne la possibilité de vivre comme ils le veulent à des gens dont on a besoin. C'est ça. Et donc ça, c'est l'époque khrouchtchevienne et brejnevienne, parce que Staline avait la même chose, mais sauf qu'il les mettait vraiment dans les prisons. Et donc, par exemple, vous pouvez retrouver chez Solzhenitsyn, dans le cercle premier, un de ses romans célèbres, là, il vous raconte justement en fait une prison spéciale où il n'y a que les scientifiques qui travaillent d'ailleurs pour le KGB, etc. Et donc voilà. Et ça crée quelque chose de particulier. Et donc à l'intérieur de cette prison dorée pour l'intelligence soviétique, donc j'avais ma prof d'anglais qui, à l'âge de 11 ans, m'a pris en main et m'a découvert en fait un don pour les langues. Je suis tombé amoureux de l'anglais. Et du français, apparemment, parce que vous parlez absolument sans accent. Mais français, c'est après. Oui. D'abord, c'est l'anglais. C'est l'anglais, parce que moi, j'étais passionné de l'anglais. Et en fait, pourquoi j'en parle? Parce que sans l'anglais, il n'y aurait pas eu de français. Parce que donc, quand on commence à apprendre une langue étrangère à l'école, c'est vers l'âge de 11 ans, 12 ans. C'est pas très bien enseigné en général. Moi, j'ai eu de la chance, c'est pour ça d'ailleurs j'en parle spécialement, parce que c'est cette prof-là qui m'a poussé. Et sans elle, j'aurais appris la langue comme les autres. En fait, j'aurais appris 3 mots. Et en plus, les langues vivantes en Union soviétique étaient enseignées comme les langues mortes. On les pratiquait jamais. Bah oui. C'est comme du latin ou de l'araméen, ou je sais pas, ou de l'égyptien, ou des langues des civilisations disparues. Et c'est très particulier en fait ce sentiment, cette sensation. Et donc à la fin de chaque année scolaire, on avait des petits concours qui s'appelaient les Olympiades intellectuelles. Et on envoyait les meilleurs élèves au niveau régional, local, régional, etc. Participer à un petit concours. Et j'ai gagné le concours en langue étrangère. Ce que je ne savais pas, c'est que le KGB, en fait, récupérait les noms de tous les lauréats. Ils faisaient leur marché. Voilà, ils faisaient leur marché. Ouais. Et donc, ils faisaient leur base de données de tous les gens qui, après, pourraient servir comme candidats pour l'espionnage. Et donc, en fait, c'est à cause ou grâce à cette langue étrangère, déjà à l'école, que je me suis retrouvé déjà dans la base de données du KGB. Ils m'ont dit après, quand je les ai rencontrés. Mais en fait, il y a 2 choses qui m'ont poussé. Donc, les langues
Après, quand on parle des langues, on s'intéresse aussi aux relations internationales, puisque ça ouvre quand même l'horizon, même si c'est un horizon qui était inatteignable. Mais bon, on lit déjà une littérature qui est un peu plus ouverte sur le monde. D'ailleurs, en Union soviétique, en fait, dans ma jeunesse, ce que j'essaie aussi de raconter dans le livre, l'idéologie n'arrive pas tout de suite, tout de suite. Et dans la jeunesse, on lit beaucoup de choses que, en fait, vous lisez ici, la même littérature. On fait Jules Verne, Dumas, Mark Twain, les contes du monde, Andersen, et finalement, la culture enfantine est très semblable à ce que les Occidentaux ou les gens éduqués en Orient peuvent lire. Donc voilà, on peut, je sais pas, les mythes anciens grecs, les choses comme ça, Kalevala finlandaise, on peut lire vraiment beaucoup de choses. Et finalement, c'est après, c'est là, vers l'âge de 7 ans, 8 ans, quand on rentre à l'école, que là, il y a la propagande qui commence avec les manuels, avec les organisations de jeunesse, etc. Ouais. Mais jusqu'à 7 ans, on est assez libre. Et donc, c'est un paradoxe aussi de l'Union soviétique. Et la littérature, ça vous permet aussi de voyager. En fait, vous êtes dans la prison, vous êtes dans le camp de concentration qui a 22 millions de kilomètres carrés. Mais quand vous lisez la littérature mondiale, vous vous échappez, en fait. Ouais. Vous partez vers un voyage vers le monde inconnu et qui est ouvert aussi sur toute la planète. Voilà, donc ça, c'est quelque chose. Et donc, la langue, et puis, donc, c'est cette histoire idéologique. Et tout ça composé, ça m'a permis d'entrer au MGIMO, qui est l'Institut des relations internationales, qui est placé sous l'autorité du ministère des Affaires étrangères, qui est une école très prestigieuse. Et là, on me donne à apprendre le français. Ouais. Alors, on va pas revenir sur toute votre jeunesse, Oui, bien sûr, parce que Sergueï. sinon, il nous faudrait une semaine. Voilà, il faudra une semaine, probablement plus d'ailleurs, mais c'est vraiment passionnant. Donc, je renvoie nos auditeurs et nos spectateurs à votre livre, donc L'éclaireur, aux éditions Nimrod. Et disons que vous êtes, à un moment donné, vous rentrez dans cette école qui est l'école la plus prestigieuse. C'est le Harvard, en fait. C'est Kissinger qui dit ça. C'est le Harvard, c'est le Harvard soviétique de l'époque. Et là, évidemment, aussi, vous êtes déjà dans les petits papiers du KGB. Oui, tout à fait. Dès qu'on rentre dedans, on est dans les petits papiers du KGB. Ça veut dire que le KGB nous considère à 100% comme potentiellement les candidatures pour entrer dans les services d'espionnage. Et après, il va étudier chaque candidature et il va éliminer tous ceux qui ne... Enfin, éliminer, je dis, sur papier, hein, pas physiquement. Hein. Parce que... Ça, ils savent le faire aussi. Oui, ça, il peut le faire. Justement, je précise que c'est pas ça. et donc, en fait, il va faire le tri. Et à peu près, il y a 50% des étudiants de MGIMO, il va proposer. Il y en a certains qui vont refuser. Il y en a d'autres qui ne vont pas rentrer dans les normes du KGB. Donc, il y a un quart à peu près qui va partir vers l'espionnage comme carrière, ou un cinquième. Mais alors, Sergueï Girnov, vous entrez au KGB, mais on a l'impression que c'est pas un choix. On a l'impression que... En fait, que vous avez pas le choix d'une certaine façon. C'est pas l'impression. Vous avez raison. Ce n'est pas l'impression. Ouais. Ce n'est pas un choix. C'est un piège. Ouais. C'est un piège pour ne pas dire chantage. Ouais. Enfin, mais avec des avantages quand même. C'est pour ça que j'allais dire c'est un chantage affectif. Ouais. Ça veut dire que on vous fait comprendre que vous vivez quand même en prison dorée, mais la prison. Et là, on vous donne la possibilité de vous échapper de cette prison. D'un côté, et de l'autre côté, toute la société est contrôlée et suivie, et on vous donne la possibilité d'être du côté des suiveurs et des contrôleurs. Et avec les avantages, bien évidemment, de découvrir aussi le monde, de gagner de l'argent, de pouvoir acheter les choses que des autres ne peuvent pas acheter. Et ils savent aussi vous flatter. Hein. Ça veut dire qu'ils vous disent, vous serez élite parmi les élites. Déjà, MGIMO, c'est l'élite, mais le KGB, c'est encore plus élitiste. Et donc, il faut être imbécile pour ne pas le faire. Et en plus, je me suis fait piéger aussi moi-même à 2 reprises. Donc, les Jeux Olympiques avec cet interrogatoire
obligatoire par Poutine. Et puis, ma participation au concours des RFI, là aussi, qui m'a poussé en fait vers eux, parce qu'à 2 reprises, le KGB s'est intéressé à moi. Et finalement, ils ont dit, bah, puisque vous vous intéressez à l'étranger et vous parlez très bien les langues, bah, autant travailler pour nous. Ils m'ont menacé plus ou moins quand même dans les 2 cas de me foutre en prison parce que ils me disaient ce que vous faites, vous savez, les contacts non autorisés avec les étrangers, c'est pas bien vu. Et donc en quelque sorte, quand on vous met dans cette situation-là, vous n'avez pas de choix. Enfin, Ouais. vous avez le choix, mais c'est un mauvais choix, en quelque sorte, parce que vous pouvez toujours rater la carrière et rester enfermé dans une carrière qui n'est pas intéressante, ou accepter cette proposition qui n'est pas vraiment votre choix. Ouais. Donc Alors, j'ai été contrarié. J'étais contrarié. D'ailleurs, à un moment donné, en fait, j'ai dit oui. Après, j'ai dit non. Et après, là aussi, ils sont très malins. Hein. C'est pas comme dans les livres et comme surtout pas dans les films. Ils vous mettent pas au sous-sol, ils vous torturent pas, ils vous battent pas. Non, c'est psychologique. C'est une torture psychologique parce qu'ils m'ont mis dans un placard doré au ministère du Commerce extérieur, dans une pièce où il n'y avait pas de fenêtre, où je faisais que de la statistique économique. Je ne pouvais pas refuser, puisque c'est mon diplôme, c'est ma spécialité. Je suis un économiste international du premier diplôme de MGIMO. Et donc, bien évidemment, c'est mon métier. Sauf que vous voyez personne, vous pratiquez aucune langue étrangère. Et pour une personne comme moi, qui a besoin d'un contact, qui a besoin de pratiquer, qui a pratiqué aussi les contacts pendant la formation, vous pétez les plombs. Et donc, à un moment donné, vous dites, bon, bah, allez, ouais, j'ai fait une bêtise, donc je reviens vers vous. Voilà. Ah oui. Alors, est-ce que vous parlez, vous avez des mots forts sur cette époque. Après, on va revenir sur la période actuelle, mais vous avez évoqué le terme prison, le terme camp de concentration. C'est des termes très forts. Alors maintenant, l'Union soviétique a disparu. Vous vivez en France. Mais est-ce qu'à cette époque, c'est-à-dire lorsque vous aviez une vingtaine d'années, en Union soviétique, est-ce que vous aviez déjà l'impression de vivre dans une prison à ce moment-là? Oui. Oui, j'avais cette impression, tout en sachant, je précise tout le temps, c'est une prison dorée. Moi, j'ai toujours vécu dans les prisons dorées. Donc, si vous voulez, si vous avez un grand palais d'un empereur, et vous avez un beau, je sais pas, un bel oiseau qui est dans une cage dorée. Voilà, il est mis en valeur, mais il est dans une cage dorée. Et donc, voilà, Zelenograd, c'est une cage dorée. Intellectuels, centre d'intellectuels, mais ils sont enfermés entre eux, avec la liberté, bien évidemment, à l'intérieur de cette cage. Mais c'est une cage dorée. MGIMO, c'est une cage dorée. L'URSS, c'est une cage dorée. Oui, mais Sergueï, à cette époque-là, vous aviez une vingtaine d'années, vous parliez très bien l'anglais, le français. Vous aviez l'impression de vivre dans une cage même dorée. Est-ce que vous n'aviez pas la tentation déjà de l'Occident à ce moment-là? Ah mais bien sûr. Comme beaucoup. Ah mais bien sûr, bien sûr. Donc à ce moment-là, il faut revenir encore un tout petit peu en arrière. Donc là, je vous ai parlé de ma prof d'anglais, mais j'ai eu une autre chance. J'ai un prof d'histoire. Et ce prof d'histoire, donc c'est vers 14 ans, 15 ans, il nous a dit, d'habitude, vous avez des manuels, vous apprenez des choses, des leçons par cœur, vous récitez sur ce truc-là, on vous donne une bonne note, point barre. Et comme ça, vous êtes bien noté, il n'y a aucun problème, etc. Ce que moi, je crois qu'il était, en réalité, il était dissident, mais il voulait pas non plus faire la dissidence active. Ça veut dire qu'il faisait pas les manifs, il nous obligeait pas ou nous incitait pas à prendre des pancartes, aller sur la place rouge et protester contre le régime. Mais il nous poussait, en réalité, à quelque chose qui est beaucoup plus pervers pour le régime, c'est-à-dire à réfléchir. Et ça, dans toutes les dictatures, la pire des choses, lorsque les gens réfléchissent, lorsque les gens pensent, et quand les gens pensent, en fait, ils arrivent, et s'ils sont intelligents, ils arrivent par eux-mêmes
à comprendre qu'ils vivent dans la dictature, qu'ils vivent dans les conditions qui ne sont pas forcément ce que la propagande officielle leur raconte. Et lui, il était super intelligent par rapport à ça, parce qu'il n'utilisait même pas la littérature interdite, on ne faisait pas les réunions secrètes, une sorte de cercle des poètes disparus politisés. Non, tout était officiel, donc on avait les cours, en dehors des cours, on se réunissait. C'était en quelque sorte pour les meilleurs élèves. Et en fait, il nous incitait tout simplement à lire dans le texte les pensées des fondateurs de l'Union soviétique, de la pensée communiste, Lénine, Marx, Engels, etc. Et il était très malin parce que si vous lisez Lénine vers la fin de son activité, ça veut dire vers 1923-24, il n'y a pas pire anticommuniste que Lénine. Parce que Lénine, en fait, quand il est venu faire la révolution, au début, ils étaient tous idéalistes. Vous savez, c'est les grandes idées. Et à la limite, communisme, c'est une grande idée, comme peut être aussi le christianisme et toutes les religions, d'ailleurs. Le problème, c'est que c'est une croyance, donc vous croyez ou pas. Et pour le communisme, le problème, c'est que dans tous les pays qui ont essayé d'appliquer ça en réalité, en pratique, ça n'a jamais marché. Et ça finit toujours par le goulag, par les camps de concentration, par les prisons, par la répression, par la dictature. On ne sait pas pourquoi, mais ça arrive toujours comme ça, dans le monde entier. Et en fait, il nous poussait à lire les fondateurs du communisme, Lénine, et on disait, mais le gars, il a compris en fait ce qu'ils ont fait. Il a compris que c'est impossible de gérer un tel pays qui, avec toutes ses difficultés, avec ses contradictions, sa complexité. Et finalement, il est devenu quasiment anticommuniste à la fin. Et ce prof, il ne faisait rien d'autre que dire, lisez et réfléchissez. Lisez. Ouais. Et par exemple, il y a quelque chose qui m'a marqué à cette époque-là, c'est lorsque je prends, c'était un des premiers congrès du parti bolchevique, donc vers 1919, et je commence à lire la résolution, et j'ai l'impression que je lis la Pravda d'hier ou d'aujourd'hui. J'ai dit, mais c'est bizarre, c'est quand même 1919, ça veut dire que c'était il y a 70 ans. Et la réflexion est venue d'elle-même. Ça veut dire que ça fait 70 ans qu'ils disent la même chose et c'est toujours pas résolu. Ouais. Et s'il y a un problème qui n'est pas résolu pendant 70 ans, c'est que la réponse, c'est peut-être que le problème n'est pas tout à fait adapté. Voilà. Que la question est mal posée, ouais. ou que la situation est mal organisée, ouais. Et que peut-être c'est même pas possible. Ouais. De régler ce problème, puisque peut-être on part d'une base complètement erronée. Ouais. Alors, on va avancer dans le temps, Sergueï, parce que tout ça, votre début de carrière d'espion est très très bien documenté. C'est vraiment très vivant, très passionnant. Et comme en plus c'est vrai. C'est quand même beaucoup plus intéressant qu'un roman. Alors, ce qui m'a surpris, intéressé, c'est que vous rencontrez Poutine à plusieurs reprises. Il n'a pas l'air très intelligent, ce Poutine. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent, c'est ça le problème. Mais vous savez, on se crée souvent les mythes comme ça. Les mythes que je connais, par exemple Brejnev, c'était une personne très peu intelligente. D'ailleurs, ça, même les gens qui étaient avec lui le disaient. C'était un gars sympa, un petit bourgeois. À la limite, si je voulais trouver pour nos éditeurs français quelqu'un qui ressemblait, c'est François Hollande. Oui. Donc il a de l'humour, il est intelligent, mais c'est pas une brillance. Enfin, et surtout quand il dirige, c'est pas une efficacité extraordinaire. Voilà. Donc Brejnev, c'était ça. Gorbatchev, c'est pareil. C'est quelqu'un qui parle avec un accent du Midi. Si on le mettait en France, ce serait un Marseillais avec un fort accent marseillais, un tchatch. Mais qui ne sait rien faire d'autre que tchatcher.
Après, en Occident, on a fabriqué de lui un énorme intellectuel. Enfin, on l'invite pour lui poser les questions sur les destinées du monde. Et en fait, on ne comprend pas que le gars, il n'est même pas... Mais ça montre bien quand même que ces gens sont finalement l'instrument d'un système. Absolument, absolument. Absolument. Ouais. Et donc Poutine, bien évidemment, c'est quelqu'un qui, déjà, il vit en province. Après, ce n'est pas un raté, ce n'est pas un imbécile. C'est loin d'être là. Hein. Quand je dis il n'est pas très intelligent, ça veut Non, dire mais qu'il n'est pas brillant. Voilà, c'est ça. Il n'est pas outstanding, quoi, comme on dit. Disons, vous prenez Emmanuel Macron. Oui. Macron, il est brillant. Oui. Il est brillant, il a fait Henri IV, il a fait les études brillantes, Sciences Po, j'allais dire Guillemot, mais ENA, enfin, en fait, c'est la même chose. On va revenir sur l'ENA. Donc, lui, personnellement, il est brillant. Après, politiquement, il peut être aussi imbécile que Poutine. Hein. Mais ça, c'est autre chose. Hein. On laisse ça. Moi, je suis réfugié en France, donc je ne vais pas rentrer dans la critique de la politique intérieure française. Sinon, ils vont foutre dehors et me donner à Poutine. Mais... Donc, Poutine, c'est un provincial, mais c'est la deuxième capitale du URSS. Leningrad, c'est quand même Saint-Pétersbourg, avec tout ce que ça comporte. D'ailleurs, c'est la capitale intellectuelle du URSS. Moscou, c'est les affaires, c'est le centre idéologique, c'est le centre des services spéciaux, du militaire. Mais le centre culturel russe et soviétique, c'est Saint-Pétersbourg, c'est Leningrad, c'est pas Moscou. Hein. Et donc, il est né dans cette ville. Mais c'est un centre intellectuel, mais en même temps, c'est une province. Et donc, il est pépère dans sa province. Il rentre à l'université de Leningrad, non pas parce qu'il est intellectuel, il a pas les bonnes notes. Hein. À l'école, il était mauvais élève, mais ce qu'il sauve, vous savez, c'est le même système que les Américains ont. Vous rentrez par le sport. Et donc, lui, il est vraiment champion de judo et de sambo, la lutte. Quelque chose qui correspond aussi, parce que là aussi, on se dit, grand sportif, champion, et on se voit tout de suite Teddy Riner, une force vive, une carrure, etc. Non, c'est un petit bonhomme, mais dans sa catégorie, il est champion. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça, la boxe ou la lutte, on vous pèse et on vous fait lutter contre la personne qui pèse autant que vous. Et donc, du coup, si vous êtes un peu plus intelligent techniquement dans votre lutte, vous devenez champion. Et donc, lui, il est malin. En fait, il est pas très brillant, mais il est malin. Donc, il est pas imbécile, c'est un malin. Et comme il est malin, donc il rentre par le sport dans une grande université, Saint-Pétersbourg, Leningrad, c'est une université importante. Faculté de droit. Il ne connaît rien en droit, il ne sait absolument rien faire dans le droit. C'est comme en France, hein. Enfin, le droit, il faut quand même avoir quelque chose dans la tête. Mais non, en fait, il rentre par le sport, donc il apprend des trucs. Il est même dans la spécialité internationale. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que le droit, ça veut dire que c'est chapeauté par la police et par le KGB. Ouais. Et donc, du coup, ça vous ouvre déjà la porte vers les carrières. Sauf que lui, il a envie de faire l'international, il a envie de faire l'espion. Lui, en revanche, il rêvait de ça, vraiment. Parce qu'à l'âge de 16 ans, il a raconté, enfin, c'est un truc connu, il est allé taper à la porte du KGB en disant « Je veux rentrer chez vous ». On lui a dit « C'est trop tôt, gamin, d'abord finis l'école, après l'université, après on verra ». Et donc, comme ça, il est arrivé au KGB, mais on l'a pris d'abord comme jurisconsultant, en fait, comme consultant en droit. Puis après, il est devenu officier de carrière, mais dans le contre-espionnage. Et donc, il vivotait en fait dans cette deuxième capitale. C'est pas mauvais, hein, parce qu'ils auraient pu se retrouver, je sais pas, dans un trou perdu quelque part en Sibérie. Et là, c'est autre chose. Il était quand même dans Leningrad. C'est un grand port où il y a les Finlandais, où il y a d'autres étrangers. C'est une capitale historique et culturelle, donc il y a beaucoup d'étrangers qui passent par Leningrad. Donc il y a de quoi faire. Donc le KGB, il est très actif. Mais lui, il veut partir à l'étranger parce qu'il commence à connaître le système de l'intérieur. Et il pousse. Et 5 ans après, donc vers 1984, il arrive à se faire inviter à l'Institut Andropov qui forme les espions. Et là, on rentre tous les deux la même année. Sauf que le problème, c'est que moi, je rentre à l'âge de 23 ans ou 24 ans, une année seulement après les études supérieures. Et lui, il a passé déjà 9 ans dans le service
à essayer d'obtenir cette carrière. Et c'est ça, en fait. Ouais, c'est un acharné, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est notre deuxième rencontre, c'est ça. Ça veut dire, elle est furtive. Hein, c'est pas les rencontres. On n'a pas passé, on n'a pas étudié ensemble. On est rentrés la même année dans les facultés différentes, mais on se croise sur le parking. Et en fait, dans les 3 ou 5 minutes, on s'échange, justement en 1984. Lui, il comprend déjà qu'il a perdu 9 ans. Ouais. Et ça, je le lis dans ses yeux, parce que lui, il connaît le système de l'intérieur. Moi, je ne connais pas le système de l'intérieur à cette époque-là. Moi, je ne comprends pas encore. Mais sur ce parking, par exemple, comme on a dit, Guimau, c'est le vivier du KGB. Donc, sur ce parking, moi, j'ai plein de copains. J'ai plein de copains de Guimau. On bavarde, on est chez nous, on est à Moscou, on est les rois du monde, on est arrogant, on est fier, parce qu'on appartient à l'élite de l'élite. Et lui, il vient de province. Il est tout seul, il est tout petit, il est chétif, et il est complètement perdu, en fait. Et en plus, il comprend que nous, on est chez nous, et on est les maîtres du monde, et lui, il rentre par la porte cochère qui est ouverte comme ça pour les provinciaux. Et malheureusement, ça va le suivre tout au long Oui, mais c'est intéressant parce que ça explique... Enfin, c'est une personnalité... peut-être complexée, torturée, complexée, acharnée en même temps. Très complexée, parce qu'effectivement, il a des complexes d'infériorité énormes. Mais partout, personnel, psychologique, éducatif. La seule chose qu'elle a réussi, c'est la lutte. Et encore la lutte, en fait, il est, à la limite, il aurait peut-être aimé être un entraîneur de judo de sambo, et à la place de ça, aurait peut-être mieux valu. Voilà, et pour le monde et pour nous-mêmes, hein. Oui, bien évidemment. Ouais. Oui, c'est une personnalité torturée. Puis il y a autre chose aussi, c'est que, mais ça, bon, dans le livre, je le raconte pas. Mais même dans sa vie privée, il est torturé. Hein. Il n'aime pas trop les femmes. Hein. Disons que, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, il faudra faire une émission à part. Voilà. Non, on peut le faire, mais ce n'est pas le propos de notre émission. Mais disons, dans un pays qui est très particulier, il n'a pas les goûts officiels. Mais il ne peut pas les afficher, donc du coup, il est marié, il a des... parce que, en fait, pour faire carrière, il faut être marié. Donc, il se marie à contre-cœur, il fait des enfants à contre-cœur, et sa carrière au KGB, ça a raté. Mais après, le problème pour nous et la chance pour lui, c'est qu'à partir de 1990, il a la chance, mais tout le long. Mais tout le long. Et on commence à se dire, mais si le bon Dieu existe, mais il fait quoi ? Il fait quoi ? Parce qu'en fait, il pousse... Hitler, c'est la même chose. Bah, regardez, un peintre raté, autrichien, un petit caporal qui a été décoré presque par hasard pendant la Première Guerre mondiale, qui vit dans l'Allemagne torturée, humilié par le traité de Versailles. Voilà, et après, donc c'est une revanche. En fait, il cherche une revanche personnelle et une revanche idéologique par rapport à ce pays qui est maltraité par l'étranger, par l'ennemi. Et Poutine, c'est exactement ça. C'est pareil, oui. C'est exactement ça. C'est fascinant d'ailleurs, ce parallélisme entre Poutine et Hitler. Voilà, il y a un parallélisme personnel, ça donne, tout en sachant que Hitler, il est plus brillant que Poutine, parce que Hitler, c'est un tribun. C'est lorsque ce petit bonhomme devient leader, et lorsque vous le mettez face à la foule, il est capable d'haranguer cette foule. Et à l'époque, il n'y avait pas les micros, et il fallait parler avec la voix. Ça veut dire qu'il fallait qu'on vous écoute au dernier rang de votre salle. Et donc ça, il peut le faire. Et quand je regarde les documentaires des meetings des nazis de cette époque-là, putain, il avait quand même beaucoup de talent, malheureusement pour nous. Et puis, Poutine n'a pas ce talent, lui. Il est plus. Poutine n'a pas ce talent. Il n'aime pas il n'aime pas parler. Il n'est pas à l'aise en public. Après, c'est quelqu'un qui est organisé. Ça veut dire que il sait apprendre un discours. C'est pas un imbécile. Donc, il a son talent.
en fait, vous savez ce qui est le plus grand talent de Poutine, comme de Hitler d'ailleurs, c'est qu'il sait, comme un chien, sentir ce que les gens veulent. Ouais. Et répondre à cette attente. Ça, c'est un vrai talent. C'est un énorme talent. C'est un énorme talent. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Donc, et puis, c'est un complotiste aussi. Les deux, d'ailleurs, hein. Ils étaient complotistes. Donc, ils savent très, très bien organiser les trucs dans les palais pour se protéger. Parce qu'en fait, la meilleure protection, ce n'est pas les gardes de corps. Hein. C'est organiser le pouvoir pour que les gens autour de vous se battent entre eux pour avoir accès à vous. Et ça, il est maître dans ce jeu. Ouais. Donc, Hitler, pareil. Hein. Et Staline aussi. Staline, exactement. Voilà. Ouais. En fait, tous les grands dictateurs, ils étaient maîtres dans ce jeu extraordinaire. Ouais. Alors, Sergueï, on va revenir à vous. Donc, vous êtes maintenant espion, enfin maintenant, à l'époque On n'aime pas livre. le mot espion, en fait. Oui. Le mot espion, c'est un mot... l'espion, Agent, vous êtes agent vous êtes... On dit officier. Officier KGB. Parce qu'en fait, chez nous, il y a les termes. Ouais. Donc, celui qui bosse au KGB, c'est un officier de carrière. Ouais. Donc, on est officier traitant. Et pourquoi traitant? Parce que justement, on traite les agents. Ça veut dire que les agents, c'est les personnes que nous allons recruter. C'est ces personnes-là étrangères, qui vont trahir leur pays, leurs entreprises, leurs ministères, leurs croyances, enfin peu importe, pour nous donner l'information. Et donc, c'est eux les agents. Et nous, on les traite. On les encadre, on les manipule, on les motive. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc voilà. Mais donc du coup, le mot espion, on n'aime pas parce que le mot espion en Russie, en Union soviétique, c'est un mot du code pénal. Donc espionnage, c'est un crime pour lequel vous êtes condamné. Et donc espionnage pour une puissance étrangère. Oui, c'est ça. L'espion, c'est celui qui vient de l'extérieur. D'en face. Ouais, c'est celui d'en face. C'est un ennemi. Ouais. Nous, on est officier, et donc et d'où d'ailleurs le terme du livre, on est éclaireur. Ouais. Donc ça, c'est un terme qu'on utilise pour nous. Donc c'est un terme dans le sens scout, scout, ou dans le sens militaire du terme, c'est celui qui va au-delà de la ligne de front pour recueillir les informations chez l'ennemi d'en face, pour renseigner après notre commandement, pour qu'il prenne la bonne décision. Ouais. Alors vous, Sergueï, vous faites quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous infiltrez l'ENA. En fait, et c'est eux qui vous, voilà, c'est eux qui vous recrutent en plus. Vous avez aussi l'art de vous faire recruter. Ça, c'est quand même... Vous savez, ils nous choisissent quand même pour. Donc ils vous disent, ils vous repèrent, vous disent vous êtes brillant. Au titre de candidat étranger, venez, ça sera bon pour votre carrière. La meilleure infiltration, le meilleur recrutement, c'est bien évidemment lorsque vous faites semblant de ne pas vous intéresser à quelque chose, mais créer la situation dans laquelle celui qui vous intéresse ou l'objectif, la cible qui vous intéresse, vous propose elle-même de l'infiltrer. Ouais. Et ça, c'est l'art de l'espionnage, et c'est vrai que... Donc vous avez fait l'ENA, vous avez fait le cursus de l'ENA. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire que, en gros, en fait, j'ai commencé... j'ai eu de la chance aussi, parce que pendant la période de Gorbatchev, on avait une période où tout était remis en cause, et du coup, j'ai eu une énorme liberté, en fait, dans mon activité pour le KGB. Et à un moment donné, je faisais de la télévision, je faisais beaucoup de choses avec l'ambassade de France, avec tous les ministres français qui passaient par Moscou. Mais mon commandement me disait, mais attends, on est service d'espionnage. Enfin, nous, c'est l'étranger quand même, c'est là-bas. Hein. Il faut aller de l'autre côté. Bon, je suis venu en France et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment, en fait, on fait de l'espionnage? Tout ce qu'on m'a appris à l'école, maintenant, il faut mettre en pratique. Et je me suis dit, je vais utiliser cette couverture journalistique, donc je vais faire le tour de tous les endroits où les décisions sont prises. Parce qu'en gros, en fait, l'espionnage, c'est pas courir comme James Bond, c'est pas tuer, c'est pas les Kalachnikov, c'est pas les trucs, les armes à feu, etc. Ça, on peut le faire, mais c'est très peu, c'est une toute petite partie. L'espionnage, c'est l'information. L'information. Et l'information, pas n'importe laquelle, l'information secrète. Donc, les centres, c'est très facile de les trouver. Il faut trouver soit les organisations internationales, grandes organisations internationales, les Nations Unies, l'UNESCO à Paris, OCDE. Sinon,
l'Élysée, Matignon, Quai d'Orsay, Beauvau, ministère de la Défense, là où sont prises les décisions qui, déjà pour le pays, ennemi, parce que la France est un pays de l'OTAN, donc ennemi. Et puis, par exemple, Quai d'Orsay, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est bien évidemment le département soviétique du Quai d'Orsay, celui qui travaille sur nous. Donc, la politique étrangère française par rapport à l'URSS, par rapport aux pays communistes, etc. Ou sinon, après, il y a les services spéciaux aussi. Des ST à l'époque, des GSE, ça nous intéresse aussi. Voilà. Et donc, tout ça, vous analysez, et je me suis dit, couverture diplomatique, je fais le tour, je suis journaliste. Là, vous m'avez invité pour l'interview. Je fais la même chose pour les politiciens. Ils sont contents. C'est Gorbatchev, c'est Gorbimania à l'époque. Hein. Ouais. Ça veut dire que vous voyez là le rouge, bah on mettait le tapis rouge partout. Hein. Ouais. Parce que là, toutes les portes étaient ouvertes. Comme ça, j'arrive à l'ENA. Je leur parle de mon reportage. Et puis à la fin, ils disent, mais vous savez, cette année, pour la première fois, on s'ouvre en fait vers les soviétiques. Est-ce que ça vous dirait de... C'est quand même extraordinaire. À quel moment... Bon, vous avez fait votre cursus à l'ENA. Oui, bien sûr. Ouais, donc, vous êtes énarque. Ouais, voilà. C'est ça. Et à quel moment est-ce qu'ils ont... Alors, après, on va pas... on va aller très... Après, donc, vous faites... vous demandez... C'est en 2000... Quelle année vous demandez l'Asie, c'est beaucoup plus tard. Hein. Beaucoup plus tard, beaucoup plus tard. Donc, quand est-ce qu'ils l'ont su vos collègues et vos amis de l'ENA, parce que je suppose qu'il y a plein d'hommes politiques que vous avez rencontrés à ce moment-là, quand est-ce qu'ils ont su que vous étiez un espion soviétique? Et est-ce qu'il y en a parmi eux, quelques-uns, qui se sont dit « Oh, celui-là, il pouvait avoir des soupçons », non? Tout le monde avait des soupçons. Vous savez, c'est à l'époque soviétique, une personne qui vient à Paris, déjà, on dit il travaille plus ou moins pour le KGB. Et moi, je le raconte dans mes livres. En fait, les soviétiques qui vont à l'étranger, ils travaillaient tous pour le KGB. Tous. Ouais. C'est ça la différence, par exemple, entre les services spéciaux français et soviétiques. Les Français, donc la DGSE, envoyaient aussi quelques espions à Moscou. Mais il y avait quoi, 5-10 personnes qui travaillaient à l'ambassade de France. L'ambassade du URSS et l'ambassade actuelle russe, ils sont tous espions. Ouais. Mais donc, la seule différence, est-ce que ce sont les espions de carrière, donc les officiers qui portent les épaulettes sous les vestes civiles, ouais. Ou est-ce qu'ils sont recrutés comme source d'information, comme indique, pour aider les officiers de travailler, mais ils travaillent tous. Ouais. Et donc, du coup, bien évidemment, à mon avis, ils n'étaient pas dupes à l'ENA, mais sauf que, en quelque sorte, ils ont aussi leurs calculs. Leur calcul, c'est une école qui veut être prestigieuse, encore plus prestigieuse qu'elle ne l'est déjà en réalité, parce que bon, l'ENA, c'est quand même l'école qui forme les hauts fonctionnaires français, d'où sont sortis, je ne sais pas combien de dizaines de milliers, de dizaines de premiers ministres. Et les patrons de grandes entreprises. 4 patrons de grandes entreprises, 4 présidents. Donc, c'est la meilleure école publique administrative de la France. Et donc, c'est la fabrique de l'élite politique, économique, militaire, diplomatique, etc. Et donc, du coup, c'est une cible de choix. Mais pour cette école, il y a aussi le blason qui doit être doré pour dire on est non seulement prestigieux à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger. Donc, du coup, il recueille les étrangers. Et par rapport à ça, ils s'en fichent si vous êtes espion ou pas. Vous venez de l'étranger, c'est la preuve que l'école est intéressante. Et d'une. Et de deux, tous les pays du monde prennent les meilleurs éléments étrangers parce qu'ils disent ils vont vivre chez nous, ils vont apprendre notre langue, ils vont apprendre notre culture. Quand ils vont devenir chez eux les décideurs, ils seront imprimés. Ouais. Blinken, il a vécu à Paris avec ses parents. Comment il s'appelait déjà le ministre des Affaires étrangères d'Obama, le premier il y a son nom qui m'échappe. Il a fait l'ENA. Et il était aussi élève étranger à l'ENA. Ça va m'en revenir. Et voilà. Et donc, ils disent, une fois lorsqu'ils seront décideurs, ils auront ce feeling qui va nous aider
Ouais. Et donc, Blinken, il parle français. Et donc, Macron ou Le Drian, quand il le rencontre, dans les couloirs, ils peuvent parler français. Donc, c'est beaucoup plus facile Ouais. de créer ne serait-ce qu'une relation personnelle. Parce que ça compte, en fait, quand vous êtes ministre ou quand vous êtes un chef d'État. Si vous avez une relation personnelle qui se crée avec la personne officielle, ça aide. Ouais. Voilà, donc l'ENA fait son calcul aussi par rapport à ça. Donc ils ne sont pas dupes. Hein. Et il y a autre chose aussi. En même temps, par exemple, si la DST pouvait, par exemple, avoir des doutes, sauf que l'ENA, c'est une décision politique. L'ENA, c'est l'autorité du Premier ministre. Et donc, à la limite, même si la DST a fait une note, Girneuf ou autre, ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, hein, nous le soupçonnons forcément ou fortement être un espion, l'école dit, mais on s'en fout. On s'en fout parce que chez nous, il n'y a rien de secret. Et à la limite, s'il est espion à l'intérieur de son service d'espionnage, on va former un francophile dans le service d'espionnage. Et ils savent très très bien que ça finit toujours. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier. Service d'espionnage à l'intérieur du KGB, ce sont les dissidents. Parce que, encore, on revient vers cette cage dorée. Parce que l'espionnage, c'est une cage dorée à l'intérieur d'une prison qui s'appelle le KGB, mais c'est une cage qui est ouverte, avec la porte ouverte. Vous savez, c'est marrant, on peut rajouter, donc la cage dorée, vous êtes à l'intérieur, mais l'espionnage, c'est une cage dorée dans laquelle la porte est ouverte, donc l'oiseau peut sortir, et après, il peut rentrer. Et il fait le voyage comme ça, mais lorsqu'il sort, il va vers l'ennemi, mais pour recruter chez l'ennemi, pour manipuler les gens chez l'ennemi, pour les motiver, il faut les connaître, il faut les savoir. Donc, il faut apprendre la langue, la culture, le mode de vie, les traditions, littérature, les goûts. Et finalement, vous tombez amoureux. Ouais. Vous tombez amoureux de Bien sûr, donc ça fait l'ennemi. partie finalement Donc, du c'est système. le phénomène de Stockholm. Ouais. Lorsque votre bourreau, en fait, vous tombez amoureux de votre bourreau, en quelque sorte. Et d'ailleurs, dans l'espionnage, c'est très particulier parce que chaque division dans le service d'espionnage prend les coutumes de leur langue, de leur pays. Donc, celui qui va être spécialisé en Israël, il va apprendre la culture, il va apprendre l'hébreu, il va apprendre l'histoire, il va apprendre tous les problèmes, il va apprendre votre façon de vivre, de manger, de vous comporter, vos problèmes, vos aspirations. Et du coup, il va devenir vous. Ouais. Voilà. Et donc, pour la France, c'est la même chose. Voilà, pour n'importe quel pays, c'est la même chose. Alors, Sergueï, vous êtes, si on vient à l'époque actuelle, vous avez eu du mal quand même. Le KGB ne voulait pas vous lâcher, c'est-à-dire même quand l'Union soviétique a disparu, vous avez quand même, pour sortir des griffes du KGB, au début, si, parce que le KGB avait peur. Parce qu'il faut juste rappeler une petite seconde qu'à la fin du règne de Gorbatchev, il y a eu un coup d'État, un putsch contre Gorbatchev. Ce putsch a été organisé par le KGB, entre autres. Et donc, ils étaient fautifs. Ils ont perdu, en plus, parce que le putsch a échoué au bout de 3 jours. Et Gorbatchev a voulu se venger avec Yeltsin. Yeltsin le poussait déjà, parce qu'en fait, Gorbatchev quasiment a perdu le pouvoir après ce putsch. C'est Yeltsin qui est devenu l'homme clé du régime. Et Yeltsin voulait faire disparaître le KGB. Et il a réussi. Donc, moi, vous imaginez, j'ai la mission de ma vie, j'ai infiltré la meilleure école française, tout va bien, j'arrive à Paris en septembre 1991, et en octobre, j'entends à la radio, le KGB a disparu, il est dissous. Le Parti communiste est sur le point de se faire interdire, et en décembre 1991, l'Union soviétique disparaît. Et donc, ce qui s'est passé à cette époque-là, Poutine d'ailleurs l'a vécu en RDA, bien avant. Donc, il est parti en 1986 en RDA. 1989, il y a le mur de Berlin qui tombe en novembre. Et lui, il est dedans. Et il y a les Allemands de l'Est qui commencent à venir devant les immeubles de Stasi, quasiment pour les lyncher. Hein. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des morts, mais en tout cas, il y a eu des situations difficiles pour les agents Stasi. Et surtout, les Allemands ont fait ce que l'Union soviétique n'a pas fait. Les Allemands, par 2 reprises, ils ont reconnu leur tort au niveau d'État. Ça veut dire qu'ils ont reconnu, après la Deuxième Guerre mondiale, le tort de l'État allemand pour le régime nazi et pour la Shoah.
Et ils l'ont dit publiquement. Ça veut dire qu'en fait, ils ont reconnu le tort, ils ont fait un travail dans la société de dénazification. Et après la chute du mur de Berlin, ils ont fait la même chose avec la Stasi. Et Poutine a vécu ça. En fait, Poutine était à Dresde quand il y avait une foule qui est venue vers le bâtiment de la Stasi dans lequel Poutine habitait, et ils croyaient qu'ils allaient y passer. Donc ils ont pris leurs armes, ils ont commencé à brûler les documents secrets. Et c'est pour ça d'ailleurs, Poutine a peur de cette foule, il a peur de la démocratie, il déteste les gens, il déteste cette possibilité des gens, du peuple souverain, de remettre en cause en fait les serviteurs, qui sont les serviteurs juste pour un temps. Et ça d'ailleurs, on l'a vu aussi pour tous les régimes, Saddam Hussein, Kadhafi. Je crois que la mort de Kadhafi ou de Ceausescu, il a regardé en boucle. Les gens qui sont autour de Poutine, ils ont dit, il a regardé ça et ça l'a marqué. Voilà. Et nous, on n'a pas vécu ça, mais au début, en 1991, le service a peur. Et donc, du coup, il laisse partir les gens. Moi, j'en ai profité de cette époque-là pour donner ma démission. Ils ont accepté la démission. Donc, il y a la moitié des effectifs ceux qui sont partis. Mais une fois, lorsque la nouvelle Russie s'est fortifiée, là, ils ont dit on va reconstruire les services spéciaux. Et là, ils ont essayé de récupérer tous les gens qui sont partis, y compris moi. Et là, j'ai dit non. J'en ai profité, je suis sorti. Sous le KGB, c'était impossible. Hein. Sous le KGB, on sortait les pieds devant. Hein. C'est la seule possibilité de sortir. Vous rentrez, mais la sortie, il n'y en a pas. Hein. Donc, même quand vous êtes à la retraite, vous restez dans le système du KGB. Et donc, j'en ai profité, je n'ai pas voulu. Et ces deux-là sont venus tous les problèmes, mais c'est trop compliqué pour expliquer ça. Ouais. D'ailleurs, ce n'est pas le propos de notre émission aujourd'hui. Voilà. Mais donc, du coup, je suis devenu presque un dissident à l'intérieur du système, mais malgré moi, hein, parce qu'en fait, j'ai voulu juste garder ma liberté. C'est tout. Alors, juste, il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien vous entendre... nous dire quelques mots sur la situation actuelle de la Russie. Et j'ai une question un peu plus précise. Ça fait maintenant 3 mois que la guerre avec l'Ukraine a commencé. Et on parle de sanctions, etc. Mais on voit que Poutine est toujours là, que la guerre est toujours présente. Qu'est-ce qui se passe en Russie? Est-ce que finalement, ce système de sanctions a échoué? Je crois que là, on va juste aborder un tout petit peu. Il faudra que vous me réinvitiez parce que je suis... Non, mais on va continuer. Je viens de terminer mon livre exprès sur ce sujet, donc qui va s'appeler Engrenage chez Albin Michel. Il sort le 2 juin. Donc là, à mon avis, dans un mois, on fera une émission... spéciale sur l'Ukraine, sur la guerre, sur l'analyse, sur les choses comme ça. Mais là, aujourd'hui, bien évidemment, je ne peux pas ne pas répondre à vos questions. C'est une guerre qui est très compliquée. Mais c'est un phénomène compliqué de tous les côtés. Parce que les Ukrainiens ont commis un certain nombre de fautes pour se retrouver dans la situation difficile dans laquelle ils se trouvent. Il n'y a pas que les fautes côté russe, même si la principale faute, elle est côté russe, indéniable. Donc c'est une agression, c'est une guerre. Poutine ne veut pas reconnaître que c'est une guerre. Pour lui, c'est une opération spéciale. C'est faux. C'est une vraie guerre, c'est une vraie agression. La seule raison pour cette agression, c'est parce que l'Ukraine est devenue un pays démocratique, un pays libre qui aspire à un choix occidental. Poutine déteste ça, ne peut pas supporter ça, et l'Ukraine lui renvoie dans le visage son image de dictateur qui écrase la Russie. À l'intérieur de ce pays écrasé, il y a des gens qui le soutiennent. Il y a beaucoup de gens qui le soutiennent, comme les Allemands étaient dans la folie pour soutenir Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale et même avant, quand Hitler est arrivé au pouvoir. Donc, les peuples peuvent perdre raison. Le peuple russe a perdu raison, et donc il y a une certaine partie qui est partie dans le même délire que le peuple allemand avec le parti nazi. D'ailleurs, c'est là aussi qui est passionnant. En fait, on revit la même histoire, mais sauf que pourquoi c'est catastrophique? Parce que l'Union soviétique, c'est le pays qui a vaincu les nazis.
Et là, il revit exactement la même chose, mais à la place des nazis. Donc après, il faudra rentrer beaucoup plus en détail dans... Alors ce que je vous propose, Sergueï, Oui. parce qu'on va pas en rester là, on va terminer l'émission aujourd'hui sur sur votre phase Espionnage. d'espionnage, enfin, pas dire phase éclaireur. Merci d'être venu, et Sergueï, et on prend rendez-vous donc en juin Absolument. pour parler de ce qui se passe actuellement en Ukraine et aussi en Russie, essayer de décrypter par votre œil averti ce qui est en train de se passer. Merci Sergueï Girkov. Merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.